J'aimerais commencer en remerciant le professeur Philippe Ménard. Merci beaucoup à lui de m'avoir invité à participer à cette conférence. Normalement, je m'adresse à des archéologues. C'est la première fois. C'est la première fois que je vais présenter ce thème à un grand public. Donc, désolé, mais je crois que c'est surtout moi qui vais apprendre ici. L'archéologie des centres d'exécution nazis, problèmes et perspectives. Je vais commencer par une toile de fond qui repose sur des éléments factuels et des éléments archéologiques. Alors voilà, il s'agit là d'un article que nous avons publié il y a quelques années de cela. Il s'agit de la toute première fois qu'on tentait de résumer cette question. Et je suis ravie que le professeur Ménard ait décidé de le publier ici. Et cet article, sachez-le, sera rendu disponible de manière beaucoup plus large. Bon, il y a de nombreux points dont je n'aurai pas le temps de parler, mais je ne peux que vous conseiller de vous pencher sur cet article à tête reposée lorsqu'il sera publié. J'utilise la définition de Hilberg. Les centres d'exécution, les centres d'extermination. Vous pouvez voir ici la liste de ces centres d'extermination. En rouge, ce sont Elmenau, Bechno, Sobibor et Treblinka, par ordre chronologique. Et du point de vue typologique, vous savez que la typologie est importante pour les archéologues, il s'agit de sites très semblables. Surtout les trois centres d'extermination à l'est, Treblinka, Sobibor et Belzec. Ils sont différents du point de vue de la typologie archéologique, différents de ces endroits qui ne sont pas uniquement des sites d'extermination, mais également des camps d'extermination et d'exécution. Pour les archéologues, ils constituent un tout autre défi, parce que, comme vous pouvez le voir ici, ces tentes, ces structures où les archéologues, à certains égards, n'ont rien à faire. Ces structures ont été préservées. Ces structures sont là. Ce sont des monuments. Elles abritent des musées. Et personne ne va mener des fouilles au niveau de ces structures. C'est la raison pour laquelle je vais me concentrer sur les 4 sites d'exécution en tant que tels, stricto sensu, et plus particulièrement les sites d'exécution impliqués dans l'opération Reinhardt, pour montrer l'uniformité de ces camps, parce que ces endroits ont été conçus et construits et gérés par le même groupe de personnes, les membres du groupe T4 pour la plupart. Globocnik, qui était le responsable des opérations, et puis Christian Wirth, qui était celui qui avait construit ces sites, et puis également un des commandants tristement célèbres de Sobibor d'abord, et puis de Treblinka, à savoir Franz Stangl, qui nous a relaté de manière assez précise ce qu'il a fait à l'occasion de son intervention par Gita Serrani. Et même s'il est décédé un peu après son entretien, il y a quand même encore énormément de preuves qui ont pu être enregistrées par lui et par d'autres. Les archéologues s'intéressent aux structures et aux artefacts. Au niveau des structures, nous avons la structure qui est celle d'un centre d'extermination. Je préfère utiliser le terme de centre plutôt que le terme de camp. Et donc, vous pouvez voir ici un centre d'exécution. Il s'agit ici de Sobibor. L'on peut voir tout d'abord le train, la voie ferrée, qui est malheureusement la principale artère de ce centre. Ensuite, nous avions les endroits où les auxiliaires travaillaient avec les différentes infrastructures. Derrière, vous voyez le camp numéro 1.
C'est le nom officiel qui a été donné par les Allemands. Le camp numéro 1, c'est là où les Juifs étaient parqués. Ceux qui étaient chargés de trier, de nettoyer tout ce dont les Allemands avaient besoin. Le camp numéro 2, c'est là où les Juifs étaient amenés, où on leur demandait de se déshabiller, de se débarrasser de tout ce qu'ils avaient en leur possession. Et ils étaient parqués dans des baraquements. Et ensuite, le camp 3. Le camp 3, ici, c'est là où ils étaient exterminés. L'on voit les chambres à gaz, les fosses communes et également les baraquements des Sonderkommando. Il s'agit de personnes qui travaillaient à titre permanent. Ils faisaient en sorte que les Allemands faisaient en sorte qu'ils puissent travailler un maximum parce qu'ils avaient été formés. Alors le camp 1 et le camp 2 étaient reliés par un passage. Ce que je vous montre ici, si vous allez à Treblinka, si vous allez à Belzec, vous trouverez exactement la même chose. Helmenau est différent. À Helmenau, il y a 2 centres. Il y a tout d'abord un château ou un palais où l'on amenait les gens, où on les acheminait vers la chambre à gaz. Et puis, à 4 kilomètres de là, les corps, on s'en débarrassait ici, dans les clairières, dans la forêt. Ils étaient la plupart du temps brûlés. Belzec a été le tout premier centre d'extermination qui a fait l'objet de fouilles. Les fouilles ont commencé au milieu des années 80 et l'on peut voir ici un échantillon de structures et des artefacts. Helmenau est assez unique parce que la structure est antérieure aux persécutions nazies. L'idée était que les gens seraient amenés là, passeraient par le couloir de la mort et seraient amenés vers la chambre à gaz où ils perdraient la vie et où leur corps, et de là leur corps serait acheminé vers la forêt. Des fouilles ont été réalisées aussi bien au niveau de la forêt qu'au niveau du château. Et l'on peut voir ici différents objets, des artefacts qui ont été classés par les archéologues comme des objets usuels, des bouteilles, etc., des objets donc personnels tels que des bijoux, mais également des objets typiques du judaïsme, avec une représentation de Moïse, avec la Torah. Il y a eu énormément de ces artefacts et de ces objets qui ont pu être retrouvés. Belzec, eh bien, les fouilles ont été menées par un archéologue polonais du nom de Kola dans la deuxième moitié des années 80. Belzec n'existe plus comme site archéologique. Le site a été transformé en monument. Le site a été recouvert par ces pierres noires que l'on peut voir ici, de cette vue aérienne. Mais avant de devenir un monument, ce site a fait l'objet de fouilles. C'est Kola qui s'est chargé de ces fouilles. Et Kola a trouvé 2 choses en plus des objets. Tout d'abord, on lui doit la méthode permettant de définir les charniers, les fosses communes du point de vue archéologique. On peut les voir ici. Et voilà ce qui explique en partie le monument. Voilà les résultats de sa recherche qu'il a publiée. Et vous pouvez voir ici, exactement la même structure.
La même structure qui a été reprise dans le monument et dans la conception du monument. Et puis, vous avez toute une série d'objets, d'artefacts, d'utilisation générale, des objets représentatifs du judaïsme. Vous avez ici une boîte métallique à cigarettes de Max Mund, Vienne, 1927. L'autre site est celui de Sobibor. Des fouilles ont d'abord eu lieu en 2000-2001 avec Kola. Et ensuite, c'est une équipe menée par Mazurek, Haïmi et moi-même, une équipe israélo-polonaise qui a pris la relève. Vous pouvez voir ici la localisation des charniers. Il s'agissait de quelque chose d'assez unique en son genre et ça n'a pas été simple de pouvoir identifier les contours des fosses parce que la méthode utilisée était de forer, de faire des trous de 6 cm. Et lorsque donc il forait pour prélever une carotte. Et lorsque la carotte prélevée était remplie de restes humains ou de graisse humaine, il décidait que cela faisait partie du charnier. Mais lorsque dans la carotte il ne prélevait que du sable, eh bien il disait que cette partie n'était pas un charnier, n'était pas une fosse commune. C'est ce qui lui a permis eh bien, de redessiner les limites de ces charniers. Et il a trouvé ici des structures. Vous avez ici la structure à Beljek. Cette structure, par exemple, il prétend qu'il s'agit là des vestiges d'une chambre à gaz. Personnellement, j'en ai des doutes. Ici, cette structure, il disait qu'il s'agissait d'un garage. Même chose ici. L'on peut voir des morceaux de structure, où l'on peut voir également des vestiges de structure qui peuvent être reconstruits, comme ça a été le cas ici. Et puis même chose également ici. On a pu mettre au jour différents objets, des fragments de fausses dents que l'on a retrouvés un petit peu partout et non pas uniquement dans les centres d'extermination. Il y a des choses qui sont intéressantes du point de vue archéologique. Par exemple, ici, nous avons un fragment brun d'un cul de bouteille. Et keeping clean, which is most probably the case. C'est une bouteille de Lysol qu'on utilisait pour se nettoyer. Et les rescapés de Sobibor nous ont dit qu'il fallait utiliser ce produit pour laver leurs vêtements. Bon, du point de vue archéologique, cette bouteille est une petite bouteille. Une bouteille de 300 mg. Donc, ce n'est probablement pas une bouteille qui a été utilisée par les nazis pour faire du nettoyage en masse. Et voilà des objets personnels qui ont été amenés sur le site. Ce sont des personnes qui ont été transportées sur le site. Dans les années 40, dans les années 30, aux États-Unis, il était connu que le Lysol était probablement le meilleur moyen anticontraceptif. Et donc, comment expliquer la présence de cette bouteille-là? On ne sait pas. Treblinka, je vous montre ces images parce que le site n'a jamais fait l'objet de fouilles. Aucun test archéologique n'a jamais été réalisé à Treblinka. J'aimerais, si je peux, faire l'un ou l'autre commentaire à propos de mon approche générale. Comme vous le savez, les archéologues historiens, les archéologues comme les archéologues bibliques, les archéologues des Grecs et des Romains, vont essayer de dater des objets sur base de documents. Et il y a d'autres archéologues, des archéologues qui, eux, ont une approche différente de l'archéologie, tout simplement parce qu'ils ne disposent pas de documents. Et donc, eux, ils adoptent ce qu'on appelle une approche anthropologique à l'archéologie. Comment tirent-ils des conclusions? Eh bien, tout simplement sur base de ce que les gens faisaient dans des situations parallèles.
Et donc, je crois que j'appartiens à ceux qui, même si j'apprécie l'histoire, certes, tentent d'être le plus pragmatique possible, d'avoir les pieds bien sur terre. Et justement, en termes de pragmatisme, ces endroits doivent être regardés comme étant des endroits où on trouvait aussi bien des victimes que des responsables. Moi, mon sentiment est que plus récemment, même du point de vue archéologique, nous sommes enclins à nous concentrer sur les victimes et à moins nous concentrer sur les responsables de ces atrocités. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui vivaient là. Et il faut rentrer dans le détail. Quelle était leur vie? Comment ont-ils survécu dans un tel endroit? Comment ont-ils survécu à Treblinka et à Sobibor? Certains des problèmes sont identifiés à cette sorte de recherche. En recherche archéologique, il y a différents types d'archéologie. Il s'agit de différentes branches de l'archéologie qui ont chacune leur journal, leur manuel et leurs partisans. Et il ne s'agit ici que de l'archéologie de ce dernier siècle. Je ne parle pas de l'archéologie biblique ou gréco-romaine. Je parle d'archéologie sociale, je parle de l'archéologie du combat. Bon, la plupart de ces archéologies sont des archéologies du XXe siècle. L'archéologie critique, également l'archéologie postmoderne, l'archéologie médico-légale, etc., etc. Et je crois que, finalement, ce à quoi nous adhérons tous, c'est l'archéologie publique. À savoir que nous prêtons attention à ce que l'archéologie peut avoir comme impact auprès du public, par exemple les musées. Et puis, deuxièmement, nous avons l'archéologie historique, qui est l'archéologie telle qu'elle est pratiquée au cours des 500 dernières années, ou plutôt l'archéologie à propos de laquelle des recherches ont été menées au cours de ces 500 dernières années. En mai 2012, une nouvelle archéologie a vu le jour, l'archéologie de l'Holocauste, qui est étroitement liée à ce que nous faisons ici, à notre présence aujourd'hui. C'est un article que l'on doit à Caroline Sturdy-Claus, l'universitaire anglaise. Et ce qui m'intéresse, c'est sa définition de l'Holocauste. D'où découle l'archéologie de l'Holocauste. Elle nous dit qu'il s'agit d'un événement d'ampleur européenne et que plus de 11 millions de personnes y ont perdu la vie. Et l'un des deux sites qu'elle donne en exemple est Alderney, dans les îles anglo-normandes, au large de la France. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Alderney dans le contexte de l'Holocauste. Cet endroit a été occupé par les Allemands. Et donc, nous avons une définition très large de l'archéologie de l'Holocauste. Moi, je me limite à mes sites d'exécution, à mes centres d'exécution. Et moi, ma définition de l'archéologie est plus compacte, elle est plus ramassée. Il s'agit de l'étude des restes matériels et de la topographie du génocide systématique de 6 millions de Juifs. Pour moi, c'est ça, l'archéologie de l'Holocauste, et c'est ce dont je vais vous parler. L'un des problèmes rencontrés dans l'archéologie, et vous pouvez voir ici que c'est un article qui date du début de l'année, BBC nous dit que tout doute sur l'existence de charniers à Treblinka en Pologne ont été dissipés. Qui avait des doutes quant à l'existence de charniers et de fosses communes à Treblinka? Et c'est la BBC qui publie cette information. Donc, ce message s'adresse aux négationnistes, parce qu'ils n'y croient pas. L'archéologie est utilisée comme preuve pour démontrer que cela a bel et bien existé. Et pratiquer ce type d'archéologie, c'est ce que j'ai fait à Sobibor, et j'ai rencontré pas mal de problèmes. L'un des plus grands historiens
de l'Holocauste et de l'Allemagne nazie, qui a lutté contre les postmodernistes, a prétendu que, oui, personne ne peut dire que ces chambres à gaz n'existaient pas, elles sont là, les structures sont là. Mais les archéologues ont rebondi directement. Il s'agit là de quelque chose qui figure dans un manuel d'archéologie. L'archéologie historique, c'est la riposte contre ceux qui nient l'existence de l'Holocauste. Il y a des chambres à gaz à Auschwitz, à Treblinka, et pourtant, ils ne croient pas en leur existence. Et donc, revenir sur ces sites et essayer de localiser les chambres à gaz ne fera rien pour changer l'état d'esprit de ces personnes. Finalement, à quoi bon argumenter avec ceux qui continuent à croire que la Terre est plate? Un autre gros problème dans l'archéologie, c'est le fait que les Allemands ont complètement arasé le site. Vous pouvez voir ici différents clichés. Vous pouvez voir comment la Terre a été arasée en 1944. Mais, comme je l'ai déjà dit, Kola, ici, a découvert ces structures qu'il appelle garages. Même si la terre a été arasée et si les structures ont disparu, on peut quand même toujours trouver des traces des activités qui ont eu lieu là. Les sites ont fait l'objet de fouilles immédiatement après la guerre par des groupes, par des comités de recherche. Et les camps, encore au jour d'aujourd'hui, sont pillés. Il y a 2 ans, nous sommes allés à Sobibor et le matin de notre arrivée, on s'est rendu compte que la veille, quelqu'un avait creusé là, avec un détecteur à métaux pour essayer de récupérer des objets. Et c'était quelque chose de connu. Il y a eu des vols systématiques qui étaient perpétrés depuis 1945. Et vous pouvez voir ici à Treblinka un groupe de personnes qui posent devant des crânes qui avaient été déterrés. Dans les boutiques à Varsovie, ils vendaient ces objets pour faire de l'argent. Et donc les archéologues n'ont pas été les premiers à fouiller ces sites. Et puis, il faut faire également très attention, parce que finalement, ce que nous faisons détruit également le site. Les bulldozers ont enlevé toute trace des centres. Ici, c'est Chelmeno. Ce que vous pouvez voir ici, c'est ce que les archéologues ont laissé derrière eux. C'est un problème. Nous en sommes responsables, il faut le savoir. Quelques perspectives maintenant. Tout d'abord, les objets, les artefacts. Alors, ces objets sont très importants. Non pas uniquement car ils nous permettent de reconstruire ce qui s'est produit et qui nous permettent d'en savoir plus sur leur origine, mais ils sont importants du point de vue pédagogique, parce que ces objets nous permettent de rentrer directement en contact avec ceux et celles qui les regardent, qui les touchent. Et par exemple, ici, nous avons un fragment de fausse dent avec une date qui a été gravée, octobre 1940. Et c'est quelqu'un qui a gravé cette date. Vous voyez ici d'autres objets qui ont été récupérés à Chelmeno et qui sont exposés au musée de la guerre impériale à Londres.
et cela attire énormément de monde. Plus récemment, des recherches ont été menées qui se penchent sur le lien entre l'archéologie, la salle de classe et l'Holocauste. Le travail de l'archéologie et le fait de déterrer une profusion d'objets, ce que nous parlons de dizaines de milliers d'objets sur chacun de ces sites, et cela peut contribuer énormément à l'éducation et à une meilleure connaissance de ce qui s'est produit. Et si nous creusons suffisamment profond, nous pourrons trouver dans ces fosses, dans les tombes, des milliers de documents qui nous permettront d'apporter un nouvel éclairage à ce qui s'est passé. Bon, nous savons de qui il s'agit. Il faisait partie des Sonderkommando à Auschwitz. Et lui et ses collègues, enfin, ont déterré des documents. On ne les a pas encore trouvés, quoique près de 60 ans se sont maintenant écoulés. J'ai des doutes quant à ce qu'on pourrait retrouver, l'état de ce que l'on pourrait retrouver. Vous voyez ici des documents qui ont été retrouvés quelques années après. Vous pouvez voir déjà leur mauvais état de conservation. Le dernier aspect, ce sont les aspects spatio-fonctionnels. Regardez le nombre de cartes dont nous disposons. Jetons un œil sur certaines de ces cartes. Vous avez ici la carte de Sobibor. Voilà comment Sobibor a été conçu pour être reconstruit et pour être présenté au grand public. En rouge, c'est ce qui existe. En vert et en noir, c'est le camp tel qu'il existait. Et en bleu, c'est le travail de reconstruction. C'est la chambre à gaz. Ça, c'est le passage vers le paradis. C'est là où les Juifs étaient gazés et où ils étaient enterrés dans les charniers. Notre recherche a montré que ce n'était pas vrai, que c'était erroné. Que le passage vers le paradis et que les chambres à gaz se trouvaient plutôt ici. Mais pour éviter que de telles erreurs soient commises, eh bien, il nous faut continuer à travailler. On a des structures ici, des vêtements, parfois qu'on peut trouver aussi, ou des parties de vêtements. Moi, je n'en ai pas cru mes yeux ici quand j'ai vu que les gens étaient habillés comme ça, à Belzec. Bon, Belzec était utilisé comme lieu de concentration en 1941. Et en 1942, c'est devenu un centre d'extermination. Moi, je me suis dit, ça, c'est le début. Non, ce sont des prisonniers juifs, donc un couple. On voit la manière dont ils sont habillés, c'est très différent de ce qu'on pense en général. Alors, on a des descriptions aussi. Et donc, ici, la description, le témoignage Richard Glaser pour Treblinka, donc, à Gita Sereni. Et donc, il dit il y avait une culture matérielle très différente de ce qu'on pense. Donc ça, c'est l'approche vraiment terre-à-terre. Et c'est l'une des contributions de la recherche archéologique. Mais alors, je vais conclure avec cette citation. Je pense que je l'ai démontré. Toute source peut être importante, même si elle n'est pas une source d'un point de vue historique. Mais c'est évidemment une source pour la recherche. Alors, il faut apprécier vraiment la présence de certains de ces artefacts, ces objets. Ça, c'est des choses qu'on peut montrer aux gens. Ça permet d'influencer les gens. Et dernier point, c'est l'approche très terre-à-terre. Allez voir comment était la vie dans ces endroits. Merci.